Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur sceau les grandes comme les petites affaires du royaume? Vous écoutez Louis XV et Madame de Pompadour, première partie. Ainsi donc, vous réunissez tous les arts, tous les dons de plaire. Pompadour, vous embellissez la cour, le Parnasse et Cythère. Charme de tous les yeux, trésor d'un seul mortel, que votre amour soit éternel, que tous vos jours soient marqués par des fêtes, que de nouveaux succès marquent ceux de Louis, vivez tous deux sans ennemis et gardez tous deux vos conquêtes. Ces quelques vers de Voltaire, qui chantent les louanges de Madame de Pompadour, séduisirent la marquise. On accusa pourtant l'auteur de comparer l'incomparable, les conquêtes guerrières de Louis XV à celles du cœur de sa maîtresse. Le vœu formulé par Voltaire pour la constance perpétuelle des deux amants indigna la cour et provoqua sa demi-disgrâce. Une diseuse de bonne aventure avait pourtant prédit la destinée extraordinaire de cette roturière à l'exquise beauté. Éduquée sous la protection des frères Paris, puissants financiers de l'époque, pour devenir la brillante favorite du roi. Surnommée l'oracle de la cour, cette quasi-reine de France est l'ombre politique de Louis XV. Véritable ministre de la nuit, dans la moiteur des alcôves, elle chuchote à l'oreille du roi et modifie bien des destins. Madame de Pompadour a été pour Louis XV, j'allais dire son éminence rose, en quelque sorte. Parce que, d'abord, sa psychologue ou sa psychothérapeute, parce que Louis XV était quelqu'un de dépressif. Madame de Pompadour va être une des maîtresses en titre. Martial Desbriefs, écrivain. Les plus importantes de l'histoire de France. Elle va rester 19 années à la cour. Louis XV, roi quelque peu éclipsé par l'histoire entre l'absolutisme du roi Soleil et le raz-de-marée de la Révolution française, voit éclore, au cours d'un règne long de 59 ans, l'étincelante pensée des Lumières. Il hérite d'un royaume puissant, mais ruiné par les guerres incessantes de Louis XIV et les tentatives risquées du régent Philippe II pour sauver l'économie française. Dans ce XVIIIe siècle, synonyme de changement social profond, la sauvegarde de la monarchie absolue va se révéler bien au-delà des capacités de Louis XV, et ses échecs politiques vont précipiter le déclin de la royauté. Le parfum de la Pompadour est partout, dans les grandes comme dans les petites affaires du royaume. Elle gouverne d'instinct plus que de raison, et n'hésite pas à conspirer pour son roi bien-aimé, renversant les alliances et bousculant ainsi le paysage de la diplomatie européenne. Durant 20 ans, elle demeure l'amante, puis l'amie essentielle de Louis XV, et aux yeux de l'histoire, la dernière grande favorite royale. Jamais une femme n'a autant suscité de sentiments contradictoires, objet de désir ou de calomnie, favorite décriée dans de violents pamphlets. La vie de la marquise de Pompadour a alimenté des siècles de fantasmes. Louis XIV, arrière-grand-père et prédécesseur de Louis XV, règne 72 ans sur la France, plus longtemps qu'aucun autre monarque de l'histoire. Sous l'autorité absolue du roi Soleil, la France devient l'un des pays les plus puissants d'Europe et une référence suprême dans le domaine artistique. Louis XIV se vante d'être le premier roi de France à connaître ses arrière-petits-fils, tout en étant encore en bonne santé. Il est alors persuadé que ces générations d'héritiers vont assurer sans mal la pérennité de la lignée des Bourbons. Pourtant, durant les dernières années de son règne, un funeste destin s'abat sur la famille royale et met en péril la succession au trône de France. En 1711, Louis XIV est un vieux monsieur, mais qui règne encore. Il a encore 4 ans devant lui. Et il a un fils qui peut le remplacer, qui a une 50aine d'années, c'est le grand dauphin. Et oui, mais le grand dauphin meurt en 1711. Donc, plus d'espoir de ce côté-là. Dieu soit loué, le grand dauphin avait lui-même un fils, surnommé le dauphin, qui est susceptible d'hériter la couronne. Non, il n'en est pas question non plus, parce qu'en 1712, c'est-à-dire l'année suivante, le dauphin lui-même meurt. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, le dauphin avait, Dieu merci, 2 fils. Et oui, mais parmi ces fils, il y en a un autre qui meurt en 1714, et il n'en reste qu'un tout petit qui a 5 ans, en 1715. Ce sera notre futur Louis XV.
À la mort de Louis XIV, en 1715, le destin du royaume est lié à la survie de son fragile arrière-petit-fils, alors âgé de 5 ans. L'enfant survit miraculeusement grâce aux soins attentifs de sa gouvernante, Madame de Ventadour, qui interdit aux médecins de l'approcher et préfère le soigner elle-même. Alors on connaît la scène, quand Louis XIV est sur son lit d'agonie, il fait venir le seul héritier de la couronne qui lui reste, c'est-à-dire son arrière-petit-fils, qui va devenir Louis XV d'une seconde à l'autre, et il lui dit « J'ai trop aimé la guerre, en cela ne m'imitez jamais ». Et en effet, il a aimé la guerre à tel point que les caisses de la France sont archi-vides, le royaume est dans un état de misère terrible. Louis XIV lègue à son successeur un royaume puissant, redouté de ses voisins, mais aussi épuisé par un demi-siècle de guerres incessantes et d'impôts écrasants, une France accablée par la pauvreté. La France du XVIIIe siècle connaît alors des changements radicaux. Après plusieurs décennies de répression, les idées progressistes se développent au cours de ce qu'on appellera plus tard le siècle des Lumières. Des critiques s'élèvent pour dénoncer les inégalités et réclament une réforme fiscale. L'autorité royale est remise en question. Louis XV, le bel enfant roi, cristallise tous les espoirs lorsqu'il accède au trône en 1715. La population a soif de nouveautés et le petit prince Bourbon a une allure majestueuse. La tradition exige qu'une régence soit mise en place jusqu'à la majorité du souverain, fixée à 13 ans. Philippe II d'Orléans, neveu de Louis XIV, devient donc régent et va gouverner la France de 1715 à 1723. En tant que libéral, il est favorable à un équilibre des pouvoirs et redonne aux parlements régionaux les prérogatives que Louis XIV leur avait enlevées. Les efforts du régent vers une modernisation du système financier donnent leurs premiers résultats. Mais les audaces de son conseiller, l'économiste John Law, provoquent une terrible banqueroute. Le 25 octobre 1722, Louis XV est sacré à Reims et atteint sa majorité 4 mois plus tard, en février 1723. C'est la fin de la Régence. Surnommé le bien-aimé, il jouit d'une excellente image au début de son règne. Les premières années du règne de Louis XV sont florissantes et on l'apprécie. C'est là où il mérite précisément ce surnom justifié de bien-aimé. Michel de Decker, écrivain d'histoire. C'est un jeune roi qui veut essayer d'éviter la guerre autant qu'il est possible, parce qu'il suit en cela le conseil de son arrière-grand-père agonisant, et la France, ma foi, ne s'en sent pas si mal. Le roi choisit de confier les rênes du pouvoir à un principal ministre, Louis IV Henri de Bourbon-Condé, disgracié en 1726. XV appelle alors à ses côtés son ancien précepteur, le cardinal de Fleury. Ce dernier ouvre la période la plus prospère du règne et va rester au pouvoir pendant 17 ans. Il parvient à éviter la guerre, à l'exception d'un conflit pour la succession de Pologne, 1733-38, qui va aboutir à l'acquisition de la précieuse province de Lorraine. Pendant les premières années de son règne, Louis XV est bien perçu parce que il incarne l'espoir, l'espérance, la fin d'un certain despotisme. Le 5 septembre 1725, malgré les protestations de la cour qui parlent de mésalliance, le roi épouse Marie Lesinska, la fille du roi détrôné de Pologne, de 7 ans son aîné. Marie donne à son époux 10 enfants en 10 ans. 3 filles naissent avant le premier garçon, le dauphin Louis-Ferdinand, qui voit le jour en 1729. La popularité de Louis XV grandit. Il est reconnaissant à son épouse de lui avoir donné ses enfants et ils forment pendant plusieurs années un couple très heureux. Quand il était enfant, Louis XV était un petit garçon timide. Martial Desbrief, écrivain. Extrêmement timide. Il était d'ailleurs caché derrière le cardinal Fleury. Au fur et à mesure du temps, et surtout de par son mariage avec Marie Lesinska, il va découvrir les plaisirs de la vie. Et à partir de ce moment-là, il va se libérer complètement. On dit d'ailleurs avec beaucoup
beaucoup de plaisanteries que Louis XV a honoré 7 fois Marie Legzinska lors de la première nuit et que c'est à partir de ce moment-là qu'il va prendre de l'assurance. Oh, c'est un peu exagéré. Louis XV est fidèle à Marie Legzinska pendant une dizaine d'années. Il a fait d'ailleurs une dizaine d'enfants. Et un jour, Marie Legzinska, n'en pouvant plus, lui dit, on le sait, toujours grosse, toujours couchée, toujours accouchée, c'est fini. On peut dormir ensemble, mais on ne couche plus ensemble. Mais Louis XV, qui était d'une complexion amoureuse assez brillante, lui dit, mais alors qu'est-ce que je vais devenir? Oh ben, vous vivez votre vie, ça m'est absolument égal. Donc Louis XV va vivre sa vie, va commencer à avoir une belle tribu de petites maîtresses, notamment celle qui deviendra la plus célèbre, c'est Jeanne-Antoinette Poisson, la célèbre Madame de Pompadour, naturellement. Le nom de Madame de Pompadour demeure intimement lié à celui du roi Louis XV. La vie étonnante et l'extraordinaire ascension vers le pouvoir de cette femme dotée d'esprit, de grâce et d'une sublime beauté en ont fait une véritable légende. Jeanne-Antoinette Poisson naît à Paris le 29 décembre 1721. Elle est la fille aînée de François Poisson, écuyer de son Altesse royale, qui a débuté comme transporteur de vivres dans l'armée, et de Louise-Madeleine de la Motte. La famille Poisson appartient à la bourgeoisie, mais jouit des avantages que lui procurent des amis haut placés. Alors, M. Poisson, lui, il est contraint à l'exil à la suite d'une affaire de fourniture aux armées qui tourne mal. Jean-François Beige, écrivain. Et puis, la jeune Jeanne Poisson reste avec sa mère, et sa mère a de riches protecteurs, et ces protecteurs s'occupent de l'éducation de Jeanne Poisson, veillent à ce qu'elle fréquente les salons, qu'elle ait de la conversation, elle a beaucoup de charme, elle est assez jolie. Jeanne-Antoinette Poisson est une petite bourgeoise. Elle a un père financier, escroc aussi au passage, qui va d'ailleurs devoir fuir la France et les autorités. Et donc la mère de Jeanne-Antoinette est obligée, pour pouvoir vivre, de prendre un amant. Elle va prendre Charles le Normand de Tournohem, et c'est ce monsieur qui va présenter à Jeanne-Antoinette Poisson son futur mari, monsieur d'Étiolles. Le Normand de Tournohem, ami des frères Paris, des financiers influents de l'époque, est le bienfaiteur qui offre à Jeanne-Antoinette une éducation de princesse et la marie à son neveu, Charles le Normand d'Étiolles, en 1741. La jeune femme fréquente bientôt les cercles intellectuels parisiens. Les Paris perçoivent rapidement dans cette rayonnante beauté un moyen de s'approcher des faveurs royales. Après 7 ans de mariage, l'intérêt de Louis XV pour son épouse, la modeste et dévouée Marie Legzinska, commence à décliner. Il jette alors successivement son dévolu sur les 3 sœurs de Nesle. Louis XV avait fait appel à son ministre des Plaisirs, comme il l'appelait, qui lui avait dit « Je connais une petite jeune femme qui s'appelle Louise de Mailly, Louise de Maillinel, qui est belle comme un cœur et qui s'étiole, qui s'ennuie. Vous pourriez peut-être aller lui dire 2 mots. » Et en effet, on l'a vu dans les couloirs de Versailles, s'en aller nuitamment pour rejoindre la petite Louise de Maillinel, qui a été sa première maîtresse. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Comme il avait l'esprit de famille, Louis XV, eh bien, quand il en a eu assez de Louise de Mailly, il a pris sa sœur cadette. Et ensuite, sa sœur Benjamine, en la personne de celle qu'il fera d'ailleurs duchesse de Châteauroux. À la mort subite de Madame de Châteauroux, la place très convoitée de favorite royale devient l'enjeu des intrigues de la cour. C'est à ce moment-là que Jeanne-Antoinette Poisson fait son entrée dans la société parisienne. Ayant acquis les manières du monde, elle est dotée de tous les talents. Elle est grande, mince, élancée et possède une démarche des plus gracieuses. Son visage révèle un ovale parfait. Elle a les cheveux châtain clair, son sourire découvre d'impeccables dents blanches et ses yeux sont d'un gris perçant. Madame d'Étiolles, car c'est son nom maintenant, fréquente les fameux salons parisiens qui accordent aux femmes une fonction culturelle importante. Elle se conforme au mode de vie de la bonne société et reçoit dans sa propriété d'Étiolles, près de Paris, où elle donne des représentations privées dans le petit théâtre qu'elle y a fait construire. Cette propriété se trouve justement tout près du château de Choisy, que le roi acquiert peu de temps auparavant. Il entend parler de la ravissante Madame d'Étiolles et la croise au cours d'une chasse en forêt de Sénart.
Elle était née Poisson, comme son nom l'indique, mais elle avait épousé Monsieur Lenormand d'Étiole, et elle avait un petit château du côté de Choisy-le-Roi, où elle vivait avec son mari, et elle voyait régulièrement le roi passer, aller à la chasse, et elle s'était dit un jour, celui-là, je l'aurai. Madame de Pompadour est une très 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 belle femme au tout début de la rencontre qu'elle a avec Louis XV. Martial Desbriefs, écrivain. Et elle va se faire repérer de façon très amusante. Elle va s'habiller de rose quand son véhicule, c'est-à-dire son phaéton, est habillé de bleu, et elle va s'habiller de bleu quand son phaéton est habillé de rose. Et du coup, Louis XV la repère et lui envoie une invitation à un bal masqué, le fameux bal des Ifs. Alors tout le monde était déguisé en Ifs, et c'est certainement que ce soir-là que le mouchoir fut jeté, que Jeanne-Antoinette Poisson est devenue la maîtresse de Louis XV. Lors du bal des Ifs, toutes les attentions sont tournées vers cette nouvelle conquête lumineuse qui danse avec le roi. S'il voulait véritablement que Madame de Pompadour devienne maîtresse officielle, il fallait la présenter. Alors il va laisser passer l'été, et en septembre 1745, Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, entre à la cour de Versailles. Après une romance éclair, la belle mondaine est titrée marquise de Pompadour et présentée officiellement à la cour le 14 septembre 1745. Celle qui plaisantait en disant à son mari « Je ne vous abandonnerai jamais, sauf naturellement pour le roi », vient d'accomplir cette prophétie. La grande noblesse est furieuse. En plus d'être une roturière, cette moins que rien appartient à la caste de la richesse véreuse des fermiers généraux. Madame de Pompadour, à Versailles, est curieusement assez bien appréciée de la reine, de Marie Lesinska. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Parce qu'elle sait ne pas s'étaler, ne pas se montrer comme dominante, comme supérieure. Madame de Pompadour est discrète, elle est toute menue, toute fine et toute discrète. Et si bien que la reine l'apprécie énormément. En revanche, dans l'entourage du roi, dans toute l'aristocratie, on lui reproche évidemment de n'être qu'une roturière, de ne pas avoir sa place à Versailles. Mais néanmoins, elle la gardera pendant des dizaines d'années. Madame de Pompadour brille dans son rôle de favorite. Elle organise des dîners informels dans ses petits appartements qu'on peut encore admirer de nos jours au château de Versailles, juste au-dessus du bureau et de la chambre du roi. Louis XV, d'un naturel dépressif, trouve dans les appartements privés de sa maîtresse l'intimité et la présence féminine rassurante recherchées pendant si longtemps. Il avait des dépressions considérables et elle le soignait à sa manière, c'est-à-dire en organisant des soirées, en jouant des pièces de théâtre, en lui faisant faire la cuisine et puis surtout en étant son ministre des Beaux-Arts. Je crois que le véritable premier ministre de la Culture dans l'histoire, c'est Madame de Pompadour. La magnificence et l'apparat du grand siècle de Louis XIV ouvrent une voie royale à la grâce, au charme et au plaisir du XVIIIe siècle. Dans le sillage des progrès scientifiques et techniques, le fameux siècle des Lumières voit la naissance d'une curiosité intellectuelle inédite. Une véritable révolution des idées traverse alors l'Europe, préfigurant la révolution politique à venir. Madame de Pompadour, c'est une femme qui a beaucoup d'ouverture. Et si finalement Louis XV rentre tout doucement dans la philosophie des Lumières, si le siècle de Louis XV rentre tout doucement dans la philosophie des Lumières, on le doit en grande partie à cette femme qui a permis l'évolution des idées et qui a fait en sorte que l'ensemble des artistes puissent s'épanouir et dire, sans véritablement se cacher, ce qu'ils pensaient. Ce mouvement philosophique des Lumières imagine construire un monde meilleur, fondé sur un combat éclairé par la raison et la diffusion du savoir pour tous, contre les ténèbres de l'ignorance et de la tyrannie. « Écrasons l'infâme », écrit Voltaire, en désignant la superstition et le fanatisme. Cette philosophie entraîne une inévitable remise en question de la tradition et de l'autorité, dont les cibles principales sont l'Église catholique et la grande noblesse héréditaire. C'est l'époque des grands philosophes, que sont Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Quelles que soient leurs opinions politiques, ils plaident tous pour la liberté civile
et de nombreux monarques se sentent menacés par ces idées nouvelles. Voltaire transforme durablement le climat intellectuel de l'époque. Il est partisan de la libre pensée, de la tolérance religieuse, de lois plus clémentes et de finances saines. Cet humaniste fustige l'absurdité des guerres. Contraint à l'exil à cause de ses idées libérales, il se réfugie un temps à la cour du grand roi philosophe Frédéric II de Prusse. Il ouvre ainsi la voie à cette armée de penseurs, emmenée par les encyclopédistes qui reprendront le flambeau dans le dernier quart du siècle. Ces érudits font partie du mouvement libéral, favorable aux réformes, qu'on appelle « parti philosophique », en opposition au parti des dévots qui défend les intérêts de l'Église. Alors d'abord, c'est sous le manteau qu'on échange les livres, hein, c'est sous le manteau qu'on échange les idées, les petits billets. Et puis Madame de Pompadour, au passage, va laisser faire les choses et va permettre à ces artistes et à ces écrivains de publier ces nouvelles idées. Il y a un bouillonnement des idées. Jean-François Beige, écrivain. Auquel le roi est un peu étranger parce que ça ne l'intéresse pas, il n'aime pas trop les querelles strictement intellectuelles. La recherche du bonheur remplace peu à peu la quête du salut. À la lueur de la raison, naît une démarche nouvelle de recherche de la connaissance où il devient déterminant de pouvoir analyser, remettre en question, examiner et échanger des hypothèses en toute liberté. Alors on va également prêter à Madame de Pompadour une image tout à fait réelle. C'est une femme qui aime les artistes. Elle aime Fragonard, elle aime Boucher. C'est une femme qui va aider également les écrivains de son temps, les encyclopédistes, Diderot, Rousseau. Rousseau qui d'ailleurs ne la remerciera pas autant que ça. Madame de Pompadour est une libérale. Elle soutient son ami Voltaire, les encyclopédistes et Denis Diderot contre les attaques de l'Église. Il faut savoir que c'était un petit peu grâce à Madame de Pompadour que la fameuse encyclopédie, avec les philosophes contestataires, les écrivains tels que Voltaire, tels que Diderot, tels que Rousseau, tels que d'Alembert, vont être autorisés à publier leurs écrits. Michel de Decker, écrivain d'histoire. Parce que Louis XV voulait les censurer à l'origine. Et Madame de Pompadour va organiser des soirées dans lesquelles, avec quelques amis et le roi, elle jouera au jeu des devinettes en disant « Qu'est-ce que c'est que cet instrument ?» Les gens ne savent pas. Eh bien, il faut aller le chercher dans l'encyclopédie. Et on ouvrait l'encyclopédie et on était émerveillés par tout ce que l'on découvrait. Et Louis XV a dit « Mais c'est très beau, on va éditer l'encyclopédie. » On a mis en place en France un système pour apprendre aux Français à lire et à écrire. On a beaucoup moins d'analphabètes sous Louis XV qu'on en a sous Louis XIV en pourcentage. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on sait lire, où on sait écrire, on sait aussi penser. L'éducation est érigée en principe fondamental des Lumières. L'encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, comprend 35 volumes illustrés auxquels ont participé près de 150 savants et éminents spécialistes pendant 20 ans. Diderot écrit que « Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux devenant plus instruits deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain. » Finalement, Louis XV est un homme très, très sympathique, même s'il n'est pas d'accord, finalement, au bout du compte, il s'en moque un peu. Martial Desbrief, écrivain. C'est quelqu'un qui laisse faire. Et c'est en ayant cette attitude que finalement, il va aussi déclencher ce nombre d'écrits qui vont être publiés en France, puisque Madame de Pompadour n'aura aucun mal à faire publier des écrits qui étaient avant tout publiés en Hollande pour éviter la censure. Donc cette philosophie des Lumières va faire évoluer les idées. Grande protectrice des arts, collectionneuse passionnée d'œuvres et de mobilier précieux, Madame de Pompadour participe largement à développer la culture de son époque. Si le règne de Louis XV est souvent considéré comme l'apogée de l'architecture française et des arts décoratifs, c'est en grande partie grâce au mécénat exercé par la marquise.
Elle a fait bâtir des quantités de monuments, l'école militaire. Elle occupe une place capitale dans l'époque Louis XV. Et quand on parle du style Louis XV, c'est-à-dire le style un peu rococo, eh bien on devrait, je crois historiquement dire, le style Pompadour. Vous venez d'écouter À l'ombre des monarques. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À l'ombre des monarques est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Rois de France, produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.